Bonjour. À plusieurs reprises dans les émissions précédentes, j'ai utilisé le mot dysfonctionnement pour caractériser la manière dont se passe la communication entre personnes de langues différentes. Ces dysfonctionnements tiennent en très grande partie à divers traits de l'anglais. J'y reviendrai dans une émission ultérieure, mais pour le moment, il y a une chose que je tiens à dire, parce que c'est tout de même très important, je n'ai rien contre l'anglais. L'anglais est une très belle langue, une langue riche, elle a ses défauts comme toutes les langues, mais elle a aussi d'énormes qualités. Et pour le moment, disons à court terme, l'anglais est souvent incontournable dès qu'on voyage ou qu'on a affaire à des étrangers, et notamment dans le monde des affaires, dans le monde scientifique. Aussi, si on veut se documenter sur Internet. Donc ce que je critique, ce n'est pas l'anglais en tant que langue, mais les dysfonctionnements et les injustices que son usage quasi exclusif entraîne dans la société. Aussi l'idée que l'anglais a gagné, que la victoire de l'anglais est définitive et qu'il n'y a donc rien à faire pour améliorer la situation. En fait, quand un système comporte de nombreux inconvénients, il faut viser à le réformer à terme, quitte à prévoir une période de transition. On n'améliore pas la qualité de la vie en disant c'est comme ça, il n'y a rien à faire, la situation actuelle est définitive. Si une analyse sérieuse montre qu'il y a un autre moyen d'organiser la communication linguistique internationale que l'anglais, il vaut la peine de l'étudier, de viser à terme de remplacer le système qui ne marche pas par le système qui marche bien. En écologie ou dans les mesures à prendre pour organiser un monde qui sait que dans quelque temps il n'y aura plus de pétrole, ça paraît absolument évident. Mais dans le domaine des langues, on n'en parle jamais. C'est tabou. Alors, si j'ai intitulé cette émission-ci « La peur du réel », c'est parce que les tabous sont innombrables dans ce domaine. Et le tabou s'enracine toujours dans la peur de regarder la réalité en face. Au fond, la société, pour le moment, a une vision en tunnel. Elle est dans le noir, et il y a une lueur au bout du tunnel. Cette lueur, c'est l'anglais. Et on ne regarde que ça, on est hypnotisé, on ne voit pas que sur les côtés, il y a toutes sortes de chemins qui peuvent être extrêmement intéressants. Si vous lisez la presse asiatique ou latino-américaine, vous verrez qu'il y a très souvent des articles de ministres de l'éducation ou d'éditorialistes qui disent « Nos jeunes ne savent pas bien l'anglais à la fin de la scolarité ». Mais jamais, et c'est là qu'il y a un tabou, jamais on ne propose d'étudier la question à la base, ni de rechercher des solutions réalistes. Toutes les solutions qui sont proposées, chaque fois, relèvent du yaka. Il n'y a qu'à commencer plus tôt, il n'y a qu'à changer de méthode, il n'y a qu'à recruter des professeurs anglophones, il n'y a qu'à augmenter le nombre de cours, mais on ne veut pas voir que ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher parce que la maîtrise de l'anglais implique l'insertion dans le cerveau de centaines de milliers de détails, de données dont le nombre est absolument incompressible. Un petit Américain de 5 ans, par exemple, fait encore des fautes qui le rendraient ridicule s'il était adulte. Il dit « foots » au lieu de « feet » ou « he comed » au lieu de « he came ». Or, ces fautes ne sont pas du tout dues à une immaturité de son intellect, puisque les formes qu'il utilise sont plus logiques que les formes de la langue correcte. Ces fautes tiennent aux incohérences de la langue anglaise. Or, ce petit garçon, il a baigné dans l'anglais pendant plus de 20 000 heures. Si 20 000 heures d'immersion totale dans la langue anglaise ne protègent pas contre le risque d'erreurs graves, qui rendent ridicule, comment voulez-vous assurer la maîtrise de l'anglais avec 1000 à 2000 heures de cours
pour des étrangers. Surtout que l'enfant en question, il assimile ça à un âge où la souplesse mentale et la mémoire sont bien plus performantes que chez un adulte. Bon, il y a peut-être parmi vous des gens qui se disent « mais après tout, moi l'anglais je le sais très bien ». Et pourtant, à part les cours que j'ai eus en classe, je n'ai fait que passer une année en Angleterre, par exemple comme fille au père. Alors c'est vrai que si on baigne une année entière dans un milieu de langue anglaise, on devient opérationnel dans cette langue. C'est la même chose d'ailleurs si, sans aller en Angleterre, on est obligé par sa profession de parler anglais tous les jours, à longueur de journée, avec des anglophones. Mais ce n'est pas demain qu'on pourra envoyer chaque jeune passer une année dans un pays de langue anglaise. Et puis même, si vous êtes très bon, vous n'êtes pas à égalité avec un anglo-saxon. Et il faut dire aussi qu'en plus, il y a une grande différence entre l'impression subjective qu'on a de posséder une langue et la réalité. Je viens de recevoir un rapport du service de la recherche pédagogique de Hanovre. Ils ont fait une enquête auprès de 3700 étudiants qui avaient eu entre 8 et 10 années d'anglais. 34% de ces étudiants sont classés dans la catégorie « c'est très bien l'anglais ». Et 38% dans la catégorie « c'est bien l'anglais ». Mais quand on a vérifié leur niveau en langue, il n'y avait que 1% qui méritait le « très bien » et 4% le « bien ». En fait, au lieu de regarder la réalité en face, la société se complaît dans l'imaginaire. Elle croit que la traduction et l'interprétation sont efficaces, elle ne s'occupe pas du tout de l'usage qu'on pourrait faire des montants énormes qui sont investis dans le gouffre des services linguistiques, alors qu'on pourrait sauver des vies, soulager des souffrances, relancer l'économie, etc. Elle minimise les inconvénients qu'il y a à empêcher les gens de communiquer entre égaux. Or, une négociation, c'est comme un match de tennis, on se renvoie la balle. Et obliger quelqu'un à s'exprimer dans une langue étrangère, c'est comme obliger un droitier à se servir de la main gauche. C'est inimaginable, c'est extrêmement injuste. On minimise aussi les difficultés des langues, on croit que l'enseignement scolaire permet d'arriver à un niveau de maîtrise, ou même que sans ça il suffit de s'y mettre. Et bref, en gros, pour la société en général, la barrière des langues n'existe pas en tant que problème sérieux. Il y a bien quelques inconvénients, mais ils ne sont pas si graves que ça, et après tout, ils sont résolus par l'anglais, qui est la langue qui se parle entre étrangers. Mais ça, c'est une idée complètement fausse. Vous ne verrez jamais sur un chantier des ouvriers kosovars, algériens et portugais s'exprimer en anglais. Et en Inde, il n'y a que 3% de la population qui sache cette langue. Et personnellement, moi, il m'est arrivé de devoir m'occuper de réfugiés, et j'ai pas pu faire correctement mon travail de psychologue, parce qu'il aurait fallu que je sache le tamoul, le kurde, et je ne sais quelles autres langues. En fait, quand il y a un problème sérieux, qui coûte cher, qui coûte beaucoup d'efforts, il vaut la peine de le regarder en face, de l'identifier et de l'étudier sous tous ses aspects. Et un de ces aspects, c'est l'aspect neuropsychologique. C'est celui dont nous parlerons dans la prochaine émission.